façon générale, la diaspora, elle est majoritairement pour le changement. Parce que c'est des personnes généralement libres qui vivent de leur travail. Donc ils ne sont pas influençables par la corruption, les enveloppes qu'on donne aux gens pour les obliger à faire ce à quoi ils ne croient pas. Au niveau du gouvernement aussi, vous savez qu'il y a un ministère qui s'appelle ministère chargé des Maliens établis à l'extérieur. On a ajouté le mot établi, ce n'est pas par hasard. Et quand le président me donne cette indication, il se trouve que moi-même par conviction, je me dis qu'on ne peut pas venir là où il y a même quelques Maliens et ne pas parler avec eux. Parce que les gens ont la nostalgie du pays. Et avoir l'opportunité de rencontrer les premiers responsables, c'est toujours le sentiment d'être un peu dans le pays, même si c'est pendant quelques heures. Et ça fait du bien. Et c'est l'occasion aussi de poser beaucoup de questions auxquelles on doit répondre. Donc le président nous a chargé de vous dire que lui-même et tout le gouvernement vous remercie et il compte sur votre soutien et vos bénédictions. Le gouvernement, comme vous le savez, est le résultat d'une lutte. C'est pour cela que j'explique à tous nos partenaires, notamment ceux des pays occidentaux, qui disent qu'il y a eu un coup d'État, ils ne sont pas d'accord avec les coups d'État. Je leur explique qu'au Mali, ce n'est pas un coup d'État. Les militaires ne se sont pas levés comme ça pour prendre le pouvoir. C'est une insurrection populaire qui a duré des mois, qui a mis le régime à terre. Les militaires ont intervenu en réalité pour éviter un bain de sang. Parce que si cette intervention n'avait pas eu lieu, nous savions ce qui se préparait. Et donc ces jeunes officiers, quand ils ont intervenu, c'était pour éviter le bain de sang et le chaos dans le pays. Parce que de toute façon, la population n'allait jamais accepter que ce régime reste en place. Et donc ce n'est pas un coup d'État, ce n'est pas des militaires sortis des casernes qui sont venus prendre le pouvoir. C'est un pouvoir qui était à terre, qui était déjà dans la rue. C'est différent de ce qui s'est passé dans certains pays autour de nous, pourtant que les Occidentaux ne critiquent pas, comme le Mali. J'ai expliqué aux ambassadeurs de ces pays que j'ai rencontrés, j'ai dit ce qui s'est passé ici, c'est un soulèvement populaire. Vous avez soutenu en Europe de l'Est des mouvements populaires qui ont chassé des pouvoirs, qui étaient élus. Pourquoi il y a 2 poids 2 mesures? Mais le peuple malien a décidé de prendre son destin en main. Cette rencontre traditionnelle de nos autorités avec notre diaspora est un moment d'échange et de partage. Elle permet d'une part à nos compatriotes de parler sans phare de leurs attentes et d'autre part aux autorités de mettre en relief les ambitions qu'elles nourrissent pour le devenir du pays. Ce jour à Genève, le discours tenu à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies à New York expliquait. J'ai dit exactement ce que l'écrasante majorité des Maliens voulaient entendre. Et j'ai été envoyé par le président de la transition. Donc j'étais le messager du président qui a porté le message des Maliens. La seule différence, mon seul mérite, c'est peut-être la façon de l'écrire et la façon de le dire. Vous savez, un message politique, il a 4 caractéristiques pour qu'il porte. Il y a le message, il y a le messager, il y a le lieu où le messager parle et les circonstances dans lesquelles il parle. Le message, c'est le message des Maliens et du président de la transition. Le messager, c'est l'institution qui vient après le président. Le président et le premier ministre. Le président a envoyé le premier ministre, le messager, pour porter son message et le message du peuple malien. Il a été dit où? À la tribune des Nations Unies, où tout le monde regarde. Si on l'avait dit au Mali, on ne l'aurait pas vu à Genève. Mais là, toute la planète l'a vu.
les circonstances, c'est à l'Assemblée générale de l'ONU. Donc les 4 caractéristiques se sont trouvées en même temps. C'est pourquoi ce message est allé partout. Et les Maliens ont senti que leur messager a dit exactement ce qu'eux ils voulaient qu'ils disent, au lieu où il fallait, dans les circonstances qu'il fallait. C'est tout. Maintenant le reste là, il y a eu un tollé, il y a quelques Maliens qu'on peut compter au bout des doigts qui se sont levés, quelques hommes politiques, quelques chroniqueurs et quelques plaisantins qui sont allés dire que ce que le Premier ministre a dit n'engage que lui, parce qu'on leur a dit de le dire. Et puis certains pays où on est allé crescendo des ministres, deuxième ministre, jusqu'au niveau le plus élevé, nous avons dit personne ne va nous perturber. Le gouvernement actuel est une force tranquille. Personne ne va nous dévier de notre voie, parce que c'est la voie que le peuple malien a choisie. Nous sommes que des maîtres d'œuvre de ce que le peuple malien veut. C'est pourquoi les menaces, les injures, les intimidations ne nous ébranlent pas. Et nous allons continuer à servir notre peuple. Nous avons dit ceci. En 2013, les forces internationales ont intervenu au Mali à la demande du Mali. Ce qui s'est passé, c'est que l'opération Serval s'est transformée en opération Barkhane. Après, on nous dit Takuba. Personne ne sait comment Takuba a été constitué. On l'a annoncé. C'est après l'avoir annoncé qu'on a convoqué les chefs d'État à Paris pour aller dire qu'ils sont d'accord. On ne sait pas à la date d'aujourd'hui qu'est-ce que ça contient. C'est pourquoi j'ai dit à l'ONU, on ne connaît pas tous ses contours, ni notre peuple, ni son gouvernement. Mais dans notre propre pays, vous changez tout le temps, alors qu'on a un accord bilatéral. Vous décidez unilatéralement de partir. Quelqu'un a dit que depuis du temps de Ibeka, on annonçait qu'ils allaient partir. De toutes les façons, on sait bien que ça va finir un jour. Mais quand vous avez un accord bilatéral, vous travaillez ensemble, vous luttez contre un ennemi qui continue de faire de plus en plus de mal. Quand vous décidez de partir, vous dites aux partenaires, je vais quitter tel lieu, prépare-toi pour l'occuper. Vous vous retrouvez, dans un mois je vais quitter, en une semaine prenez telle position, troisième semaine telle position, quatrième position, on part. Mais vous ne venez pas annoncer sur les antennes que vous partez. Vous venez dans une conférence des chefs d'État, vous annoncez, alors qu'on a un accord bilatéral. Quand ça a été signé, ces chefs d'État n'étaient pas là. Mais c'est une façon de nous prendre pour des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils veulent. Moi, j'ai un accord bilatéral avec vous. Ensuite, j'ai créé un autre cadre avec 4 autres pays. Pendant cette réunion, vous annoncez que vous partez. Le président de la transition a dit au président français, à leur sommet du G5 Sahel en juin, que ce n'est pas comme ça. Il a dit que c'était un abandon. Ce que vous voulez faire. Nous avons des accords bilatéraux. On doit d'abord nous préparer pour prendre les positions. Si vous partez comme ça, c'est un abandon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès que le nouveau gouvernement a été installé, comme par hasard, le lendemain, ils déclarent qu'ils arrêtent les opérations militaires avec le Mali, sans concertation avec personne. Les opérations conjointes militaires de lutte contre le terrorisme, ils annoncent sur les antennes qu'ils ont arrêté. Ça, c'est pas de l'abandon. On ne nous a pas consultés, on ne nous a pas informés, sans raison. Et la raison qu'il avance, parce que ce gouvernement serait en train ou envisage de négocier avec ce qu'ils appellent les terroristes. Mais nous avons dit, et on ne l'a pas caché, ce qu'on appelle les terroristes là, il y a du tout là-dedans. Il y a des jeunes qui sont allés là-bas par désespoir, exactement comme ceux qui vont se jeter à l'océan, à la mer Méditerranée. Il y a des jeunes qui vont là-bas comme ceux qui vont se donner un esclavage en Libye, à cause du désespoir, à cause du manque de perspective. Il y en a, c'est des déceptions, des frustrations. Peut-être il y en a, on a tué leur famille dans la guerre. Il n'y a pas de guerre propre souvent. Il y en a qu'on a pris de force pour les endoctriner. Il y en a qu'on a acheté. Nous avons dit qu'en négociant, peut-être tout ce monde-là, on peut les récupérer.
Maintenant, les irréductibles, nous allons leur faire la guerre. On n'a jamais dit qu'on arrête les opérations militaires. Et puis, c'est une demande de notre peuple. Depuis plus de 5 ans, quand votre peuple demande quelque chose, mais il faut l'essayer. Nous n'avons jamais dit que négocier avec les terroristes veut dire qu'on arrête les opérations militaires. Mais les grandes puissances, quand ils se faisaient la guerre, est-ce qu'ils ont arrêté de se parler? Pendant la guerre, les négociations continuaient. Pendant que les bombes tombaient sur le Vietnam, les Français négociaient avec les Vietnamiens. Donc, c'est un abandon en plein vol. Ça fait mal parce que c'est la vérité. Ça fait mal parce que c'est la vérité. On a bien choisi les mots. C'est pourquoi j'ai dit, il y a le message, il y a le messager. C'est pourquoi on a ciblé le messager pour l'isoler et l'abattre. Une campagne de dénigrement, une campagne de diabolisation, mais ça ne prend pas au Mali. Les Maliens ne sont pas dupes, ils savent là où il y a leurs intérêts. Et le président l'a dit à tous les ministres. Il a dit la campagne de diabolisation contre le Premier ministre, il faut vous souder autour de lui. On doit parler comme une seule personne. Parce qu'on veut le diaboliser et nous ne savons pourquoi. Le président l'a dit à tous les ministres. Et donc, nous ne sommes contre personne. Nous sommes pour le Mali. J'ai dit donc, première chose, lutter contre le terrorisme de 7 ans. Autorité du Mali sur l'ensemble du territoire, il n'est pas restauré. Les résolutions des Nations Unies changent tous les ans. Donc ça veut dire que ce qui a été dit aux Maliens en 2013, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. On a exercé contre nous, les dernières semaines, un véritable terrorisme diplomatique, un terrorisme médiatique, un terrorisme politique. Mais on est resté droit dans nos bottes. Nous ne sommes contre personne. Nous sommes reconnaissants au peuple français, des Français qui sont morts sur notre terre, mais il ne faut pas instrumentaliser la mort des Français pour essayer de diaboliser un gouvernement d'un État souverain. Ils sont allés jusqu'à dire que nous essuions nos pieds sur le sang des Français. Mais le jour où ce discours était préparé, on n'avait pas prévu qu'un soldat allait mourir. Venir lier les deux, c'est manifestement faire preuve de mauvaise foi. C'est tout le moins ce qu'on puisse dire. Parce que nous avons décidé de n'injurier personne, de n'insulter personne, parce que nous sommes un peuple qui n'est pas un peuple d'ingrat. Nous avons de la mémoire. Nous savons aussi que des Maliens ont donné leur vie pour la liberté de la France. Pourtant, je ne suis pas sûr qu'il y a un des dirigeants politiques qui connaisse le nom d'un seul Malien mort pour la France. Je ne suis pas sûr. Donc, il ne faut pas qu'on insulte la mémoire des uns et des autres. Il ne faut pas que les contingences politiques, les énervements, les calculs politiques nous amènent à insulter l'avenir. Nous avons décidé, au niveau du gouvernement de transition, avec le président de la transition interne, de n'insulter ni le passé, ni le présent, ni l'avenir. Nous cherchons à sécuriser notre peuple. Trop de choses lient le Mali à la France pour qu'on se lève du jour au lendemain pour dire qu'on coupe tout. Les communautés étrangères qu'il y a en France, après les Algériens, c'est le Mali qui vient en deuxième position. Le poids des Maliens de France dans l'économie, dans la société malienne, qui peut le négliger? C'est avec la langue française que nous communiquons, avec le reste du monde. Donc un homme politique qui a un minimum de bon sens ne peut pas se fixer comme objectif d'aller en conflit avec un tel pays, mais on ne peut pas nous intimider et nous empêcher de chercher à sécuriser notre population. Je le dis souvent, je le répète, je termine par ça, nous faisons de la politique au sens noble du terme. La politique, c'est l'art de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire pour le peuple malien aujourd'hui, c'est sa sécurité. Il faut le rendre possible. Et pour cela, il faut faire la politique dans le sens noble du terme. C'est tout ce que ce gouvernement fait. Pour le reste, personne, je dis, sauf Dieu et le peuple malien, peuvent nous dévier du chemin que nous avons pris. Et nous avons l'ardente obligation de transmettre au prochain président
un pays unifié, une population réconciliée, qui aura pris une voie vertueuse pour rendre irréversible le processus de lutte contre la corruption. Pour que une voie vertueuse, que les Maliens finalement retrouvent leur dignité, leur confiance en eux-mêmes. Un peuple qui n'a pas confiance en lui-même ne peut pas lever les défis. La confiance en soi, la dignité des Maliens, Kamali Dambé Ségué Ama, pour parler en Bambara. C'est à ça que ce gouvernement est dédié. On n'a pas un autre agenda. Pour ceux qui disent allez-y aux élections tout de suite, c'est les assises nationales de la refondation. Il y aura tous les Maliens qui vont décider de leur agenda. L'extérieur n'imposera pas un agenda aux Maliens, a fortiori le gouvernement, a fortiori un certain nombre de partis politiques. C'est pourquoi nous avons dit à tout le monde de prendre son mal en patience. À la fin des assises, les Maliens donneront des indications beaucoup plus précises. Ils étaient une cinquantaine à répondre présents au rendez-vous, un nombre revu à la baisse pour raison de pandémie. Ceux présents se disent prêts à accompagner les actions du gouvernement de transition